Alors que nos vies sont de plus en plus dominées par les écrans et les plaisirs instantanés, une nouvelle tendance fait sensation, la dopamine détox. Imaginez pouvoir améliorer votre concentration, booster votre productivité et réduire votre stress, le tout en seulement quelques jours. Cela semble presque trop beau pour être vrai? Pour en avoir le cœur net, nous allons plonger dans les rouages de cette méthode, avec l'aide d'un chercheur de l'INSERM, qui nous expliquera tous les mécanismes qui opèrent en arrière-plan. Prêt pour un voyage fascinant au cœur de notre cerveau et de nos addictions? Découvrons ensemble si la dopamine détox est la clé de notre bien-être futur. Bienvenue sur Ça coule de source, ravi de vous retrouver. Alors, je ne sais pas vous, mais nous sommes de plus en plus à passer notre temps à faire ça. Surfer sur internet et scroller pendant des heures sur des contenus récréatifs. Et c'est là le nœud du problème, car notre cerveau se retrouverait complètement déréglé. On parle carrément d'addiction au plaisir instantané. Mais cela ne se cantonne pas qu'aux écrans, non. Cela englobe aussi bien le sucre, la malbouffe ou encore les plaisirs charnels. Alors, pourquoi sommes-nous devenus accros? Eh bien, mesdames et messieurs, la fautive, c'est la dopamine. Car oui, à chaque fois que vous faites quelque chose de plaisant, c'est elle qui entre en jeu, dans le circuit de la récompense. Pour faire simple, les neurones dopaminergiques comparent la récompense obtenue après une action avec celle qu'on attendait au départ. Si la réponse dépasse nos attentes, l'expérience est considérée comme positive. Le cerveau nous envoie un shoot de dopamine, ce qui nous pousse à reproduire la même action. Bon, soit. Mais où est le problème? Eh bien, avec de trop grandes sollicitations, nous en voulons toujours plus, et cela perturbe la mécanique. Et c'est justement ce que propose de régler la dopamine détox. L'idée est de sevrer notre cerveau de toutes ces mauvaises habitudes en les privant de tous ces stimuli. Exit donc les Snapchat, TikTok, jeux vidéo et contenus érotiques. Sébastien Carnicella, chercheur à l'INSERM, nous explique que ce n'est pas suffisant et remet certaines pendules à l'heure. Une des premières choses, c'est enlever l'objet de l'addiction, mais il faut donner d'autres objets d'intérêt à la personne pour que justement son système dopaminergique soit rééduqué pour des choses, on va dire, plus normales et modérées de la vie. Pour moi, détox dopamine, c'est presque une oxymore. C'est deux choses qu'on oppose. Alors, la désintoxication, c'est des choses qui existent pour les drogues déjà, et ça marche, ça fonctionne. C'est quelque chose d'important pour déshabituer l'organisme à la drogue ou à l'activité, si elle est dommageable pour la personne. Le problème souvent dans les addictions, c'est qu'on est incapable d'éviter la personne de rechute. Lorsqu'on est en sevrage, notre dopamine, elle est pas haute, elle est basse. Donc, si on fait une cure de désintoxication et qu'on essaye de limiter la stimulation dopaminergique, vous imaginez que finalement, on va même aggraver ce phénomène de sevrage et donc la probabilité de rechuter. Donc, l'objectif, la dopamine, il faut pas le voir comme quelque chose de mauvais. D'ailleurs, toutes les stratégies thérapeutiques qui ont visé à couper le signal dopaminergique dans les addictions, elles ont échoué. Parce qu'on a besoin de dopamine pour vivre. On voit bien du coup que le terme détox est mal approprié, car la dopamine n'est pas une toxine. On parlera plus de dopamine reset pour une réinitialisation. Toutes ces vidéos que l'on voit sur les réseaux ambitionnent donc de nous réapprendre à maîtriser notre accès au plaisir pour réinitialiser notre niveau de dopamine. Leur programme se base souvent sur des recommandations simples. Numéro 1, pas de divertissements digitaux, c'est-à-dire pas de Netflix, pas de YouTube, pas de jeux vidéo. Numéro 2, pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Snapchat, pas de Facebook et pas de TikTok. Numéro 3, pas de nourriture malsaine et surtout pas de sucre rapide. Ils expliquent que tout couper d'un coup doit se réfléchir et faire l'objet d'une véritable stratégie avec des actions concrètes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'éteindre mon téléphone à chaque fois que je m'en servais pas. De base, pour pas avoir ce temps en plus. Mais en faisant ça, je me suis aussi rendu compte que ça m'aidait énormément à pas toucher mon téléphone. Mais vous pouvez aussi ajouter des frictions à leur utilisation. Voici comment. OneSec sur téléphone pour attendre 10 secondes avant de pouvoir utiliser une application. Désactivez aussi toutes les notifications, même le vibreur. Mettez un temps d'écran. Ça fait depuis 2018 que je n'ai plus aucune notification. Je n'ai jamais rien manqué d'urgent car si c'était vraiment urgent, on m'appellera. Bon, c'est un début. Mais comme vous allez le voir, ils ont omis un aspect essentiel. Mais avant ça, il faut bien comprendre comment la dopamine conditionne concrètement notre cerveau et nos comportements.
Ce schéma explique parfaitement le mécanisme. On l'a dit, ce neurotransmetteur agit sur le circuit de la récompense. À chaque fois que nous avons une stimulation liée à quelque chose qui nous procure du plaisir, nous enregistrons un pic de dopamine. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce pic s'accompagne d'une chute brutale du taux de dopamine qui peut parfois descendre plus qu'avant. Du coup, la fois suivante, on va chercher à nouveau cette sensation agréable, au moins équivalente ou plus forte. Et c'est ainsi que le piège se met en place. J'évoque justement ce terme de piège car certaines activités comme les jeux vidéo ou les smartphones dérèglent notre système et nous enferment à vouloir toujours plus. Des recherches de l'INSERM ont mis en évidence que la dopamine est impliquée dans les aspects de renforcement des comportements addictifs. Le chercheur Sébastien Carnicella apporte son éclairage sur le côté obscur de ce neurotransmetteur. Mais par exemple, dans les addictions, on sait que, alors dans certains comportements excessifs, si on a un excès de dopamine, ça peut expliquer cela, comme de la prise de risque, une grosse impulsivité. Ou voire une propension à aller justement prendre des drogues. Mais on sait également qu'une absence de dopamine, c'est aussi problématique. On va le retrouver souvent dans la dépression. On va souvent associer dépression avec sérotonine, un autre neurotransmetteur. Mais il y a souvent aussi un déficit en dopamine, donc tout le manque d'énergie qu'on a lorsqu'on est dépressif. Mais ça, c'est surtout lié à la dopamine. On a une vraie baisse de motivation. Et on se rend compte aussi actuellement que l'addiction peut être aussi liée à un manque de dopamine. On se sent extrêmement mal, dysfonctionnel, parce que cette dopamine, elle est basse. Et donc souvent, quand je parle du côté obscur de la dopamine, c'est que l'on voit toujours le côté je prends une drogue ou je fais une activité plaisante. Mon système de récompense et de motivation va signaler ça comme quelque chose de positif et donc je vais avoir une augmentation de dopamine. Ça, c'est plutôt le côté qui nous pousse à la recherche du bonheur. Donc, grâce à M. Carnicella, on comprend que supprimer temporairement ces stimuli peut entraîner une baisse de la dopamine, ce qui va engendrer un effet pervers et nous pousser inexorablement à recommencer. En tout cas, si l'on se fie à ceux qui en ont fait l'expérience, les promesses sont incroyables. En seulement quelques jours, nous aurions une concentration améliorée, une meilleure productivité, une réduction du stress, une meilleure gestion des priorités et plus de temps libre. Bon ok, ils sentent des bienfaits, mais alors, on va vérifier si cela tenait dans le temps. Et là, notre théorie se confirme, car les résultats sont mitigés. Il y a bien une prise de conscience. Je peux déjà vous affirmer maintenant que supprimer mes réseaux sociaux lors de la journée, c'était la meilleure décision que j'ai prise depuis le début de l'expérience. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié ces derniers jours. Évidemment, il y a eu quelques tentations ici et là, et parfois je me suis aussi senti ennuyé, surtout le soir quand je n'avais simplement rien à faire. Je ne pouvais pas regarder Netflix, je ne pouvais pas aller sur les réseaux sociaux, mais j'ai compensé ce temps en discutant sur Skype avec mes amis, ce qui est une assez bonne alternative aux réseaux sociaux pour être honnête. Et je pense simplement que vous devez échapper à cette stimulation constante que nous avons dans notre monde moderne. Mais force est de constater que certaines mauvaises habitudes reprennent le dessus si on ne garde pas cette constance. Mais malheureusement, j'ai pas fait hyper gaffe et pas mal des habitudes que j'avais avant la dopamine detox, je les ai reprises aussitôt, ce qui fait que j'ai pas pu garder cet aspect aussi bénéfice de concentration, de focus. Finalement, avec nos vies modernes, est-ce qu'on ne retombe pas inévitablement dans nos mauvaises habitudes? Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Est-ce que c'était pas mieux avant? Oh là, je vous arrête tout de suite. N'imaginez pas que je parle de revenir à l'âge de pierre où nous devons nous retrouver au fin fond d'une forêt de la Dordogne pour nous sentir libres de toute dépendance. C'est pas ça. C'est plus complexe que ça en fait. Si l'on se base sur le travail d'Anna Lembke, qui est la pionnière et la référence en la matière, on comprend mieux de quoi il s'agit. Cette psychiatre à l'université de Stanford, qui est spécialisée dans la recherche sur la toxicomanie, explique dans son livre Dopamine Nation comment notre circuit de la récompense est déséquilibré en faveur du plaisir dans nos sociétés modernes. Nous serions devenus trop indulgents en offrant un accès trop facile et rapide à des plaisirs immédiats. Selon elle, cette abondance de plaisir, avec un S, nous rend moins capables à supporter l'inconfort. En somme, fini le culte de l'effort et place au plaisir rapide. Ce qui contrasterait fortement avec les sociétés d'autrefois où l'accès au plaisir était limité et souvent lié à un effort soutenu.
ce qui sur le plan neurologique offrirait des cycles de dopamine moins intenses, mais qui perdurent dans le temps. Madal Emke est convaincue que notre société a développé une peur de la douleur, et que pour apprécier véritablement le plaisir, nous devons expérimenter la souffrance. Elle appelle donc à un rééquilibrage, où l'effort et la résistance à l'inconfort sont de nouveau valorisés pour favoriser un bien-être plus profond et plus durable. Pour Sébastien Carnicella, il s'agit d'être plus prévenant en ayant conscience des risques. Écoutons-le. Oui, on pourrait dire que c'était mieux avant, mais après, rétrospectivement, avant, il y avait peut-être moins d'addiction parce que les gens n'en avaient pas les moyens, avec quand même, pour une grosse partie de la population, des vies qui étaient assez pauvres. Voilà, donc oui, quelque part on était protégé, mais parce que la vie n'était quand même peut-être pas si intéressante que ça, donc mis en parallèle, voilà. Et il y avait quand même des gros problèmes, notamment en France, d'alcoolisme, voilà, qui était quand même extrêmement fréquent. Donc voilà, on dit souvent oui c'était mieux avant sur des tas de choses, mais quand même ce que l'on voit c'est que l'espérance de vie a augmenté, la qualité de vie a augmenté, donc oui, ça génère d'autres problèmes avec des effets pervers qu'il faut prendre en compte, mais globalement quand même, c'est plutôt chouette, je trouve, d'aller dans des vies où on a la possibilité d'avoir plus d'activités et de loisirs, mais peut-être qu'en étant plus prévenant, en ayant conscience des risques, et ben voilà, on arrivera aussi à mieux contrôler ça. Finalement, la question de savoir si c'était mieux avant nous pousse à réfléchir profondément sur notre mode de vie actuel. Plutôt que de chercher à revenir à une époque révolue, il s'agit plutôt de réévaluer nos valeurs et notre rapport au plaisir et à l'effort. La modernité nous offre des opportunités incroyables, mais elle exige également une conscience accrue des risques et des dérives potentielles. En redécouvrant l'importance de l'effort et de la résilience, nous pourrions trouver peut-être un équilibre plus sain et plus durable. Voilà une belle occasion de construire un avenir où la qualité de vie et la résilience vont de pair, créant ainsi une société harmonieuse et épanouie. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité. En attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.